et Marielle parlera à la fin. D'accord, très bien. Bon, j'espère que vous m'entendez. On a eu un petit problème de micro. Oui, alors, je vais peut-être rapidement situer le contexte et vous parler en quelques mots de Women Up. Women Up, en fait, c'est une association qui a été créée en 2011, donc qui existe depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant, et qui en fait s'intéresse au sujet de mixité et d'égalité homme-femme à destination des jeunes générations. Et donc récemment, nous avons lancé en fait notre premier média collaboratif pour aborder en fait tous les sujets justement qui nous tiennent à cœur et pour lesquels on porte nos convictions, qui sont la mixité, les sujets également d'entreprise et des jeunes générations, et évidemment les sujets de mixité. Donc j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur la mission de Women Up un petit peu plus tard. Je vous propose donc d'enchaîner directement et de vous parler de jeunes générations, puisque effectivement ça a été au cœur des travaux de Women Up depuis sa création. Et notamment en fait on a réalisé une étude qui était la première étude internationale sur la génération Y en 2012 et qui en fait nous a révélé pas mal de tendances sur ces jeunes générations. Alors déjà, qu'est-ce qu'en fait ça change d'être un Gen Y, d'être un Gen Z? Je suis désolée, il faut que je passe les slides, donc c'est un peu compliqué. Tout d'abord, qu'est-ce que ça change en termes d'égalité entre les hommes et les femmes? Quand on a interrogé en fait ces jeunes générations, donc encore une fois, c'était une étude qui a été menée sur plus de 60 pays. En fait, on s'est rendu compte que c'était une génération qui avait toujours évolué dans un contexte qui était 100% mixte, donc génération qui allait à l'école en mixité, génération dont les mamans ont majoritairement travaillé. Donc voilà, vous pouvez voir quelques chiffres. 95% de ces jeunes pensent que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Cependant, il y en a quand même 75% qui pensent que s'ils sont égaux, ils ont quand même des différences. Donc on reviendra dessus plus tard. Effectivement, ça fait partie de tous ces stéréotypes et ces croyances qui se transmettent de génération en génération. Ce qu'on a pu en fait noter de très très intéressant, c'est que quand on les a interrogés sur leurs priorités dans la vie, sur comment est-ce qu'ils envisageaient justement leur épanouissement professionnel et personnel, on s'est rendu compte que les jeunes femmes avaient plutôt tendance à privilégier l'indépendance financière avant la vie de famille. Certainement un héritage en fait de leur maman qui ont eu effectivement des carrières où elles ont eu à se battre un petit peu plus pour gagner en autonomisation, tandis que les jeunes hommes, eux, étaient plutôt portés justement sur le fait de privilégier leur vie de famille. Donc ça veut dire que on voit émerger en fait de nouveaux modèles de paternité chez ces jeunes hommes et aussi un désir de plus forte égalité. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces jeunes générations dans l'entreprise aujourd'hui sont au final des héritiers des combats féministes de ces 30 dernières années. Ce qu'on a pu remarquer également, c'est que on entend quand même pas mal de choses, pas toujours très flatteuses sur les jeunes générations, notamment on parle souvent d'eux comme une génération d'individualistes qui ne fonctionnent qu'avec leur téléphone portable, leurs selfies et leurs réseaux sociaux. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que derrière le mot individu, en fait, il y a l'humain. Et donc c'est une génération qui est certes assez auto-centrée, mais qui est désireuse de remettre l'individu, de remettre l'humain au centre des choix, qu'ils soient personnels ou professionnels, et également au centre des entreprises. Donc on constate notamment que les membres de la Gen Y sont 2 fois plus nombreux que leurs parents à souhaiter s'engager pour une cause, et c'est surtout une génération qui est vraiment en quête de reconnaissance, qui va pas du tout rejeter l'entreprise comme on peut le penser, mais qui en fait lui demande de s'adapter, d'évoluer pour mieux s'y investir, puisque aujourd'hui un jeune qui rentre dans les entreprises, elles ont été construites traditionnellement, ne s'y retrouve plus parce que ces entreprises ne correspondent plus du tout au modèle, notamment digital, dans lequel on est en train de vivre. Et donc on arrive assez rapidement en fait à la notion d'engagement au sein des entreprises, puisque effectivement on se rend compte que ces jeunes générations, une de leurs premières motivations pour s'engager dans les entreprises, ça va être de pouvoir équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Et en fait l'entreprise n'est plus comme pour les générations précédentes un moyen en fait de pouvoir gagner de l'argent et à côté de pouvoir se faire plaisir en partant en vacances, etc. L'entreprise devient une vraie fin en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux un job qui compte pour moi puisque je vais m'y investir. Et donc, c'est pour ça que la notion d'engagement et le contrat que je vais passer avec l'entreprise va être totalement différent.
Donc ces jeunes générations, qu'elles soient Y ou Z même, donc les Z ce sont ceux qui sont nés à partir de 1995, recherchent de plus en plus des entreprises qui soient effectivement porteuses de sens, qui aient un impact sur la société, mais surtout qui aient un vrai projet à défendre, et surtout des entreprises qui soient beaucoup plus confiantes, beaucoup plus agiles, beaucoup plus créatrices, évidemment tournées vers l'humain, mais aussi beaucoup plus égalitaires. Donc si on résume aujourd'hui le message que portent ces jeunes générations et principalement les générations Y, il y a d'une part le droit au bonheur. Voilà, leurs premiers objectifs de vie, on en entend très souvent parler, c'est l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Encore une fois, ça ne veut pas dire fixer une espèce de limite étanche entre ces deux sphères-là, mais au contraire d'arriver à les articuler et d'arriver à s'investir, à s'engager dans une entreprise qui est porteuse de sens. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, une génération qui remet l'humain au cœur des entreprises. Quand on leur demande, à votre avis, quelles sont les meilleures qualités pour réussir en entreprise, ils sont une majorité à citer en premier lieu les qualités humaines, la capacité à apprendre tout au long de sa vie, l'ambition, avant même d'évoquer tout ce qui peut être référent aux compétences techniques et aux compétences à proprement parler. Et évidemment, c'est une génération qui est très consciente des progrès qui restent à faire, et qui sont désireux en fait de voir l'égalité homme-femme progresser. Quand on leur a demandé en fait pour vous l'égalité homme-femme, qu'est-ce que ça veut dire, la plupart du temps ils nous répondent mais c'est juste une évidence. En fait, ce n'est même plus un sujet. Et c'est aussi pour ça qu'on reproche un peu trop souvent à ces jeunes générations de ne pas s'engager sur ces territoires qui sont un petit peu féministes, parce que en fait pour eux c'est tout simplement plus un sujet. Pourtant, oui, il y a un décidément. Pourtant, c'est une génération qui reste héritière en fait à la fois des combats féministes mais aussi d'un sexisme qui est très très présent et surtout de stéréotypes de genre dont on parlera un petit peu tout à l'heure, qui sont de plus en plus marqués et surtout de plus en plus tôt. Donc là c'est une étude qui avait été menée par le CSA pour le ministère des droits des femmes et qui nous fait prendre conscience que même chez ces jeunes générations et chez les jeunes femmes, il y a encore un sexisme qui est très 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 présent, que ce soit dans les milieux scolaires, les milieux urbains, mais surtout aussi les milieux professionnels. Et on se rend compte en fait que la majorité des actes sexistes émanent le plus souvent de l'entourage. Ça vient pas forcément de personnes dans la rue comme on peut le penser. Et ce qui est assez dramatique, c'est que ces manifestations sexistes entraînent ce qu'on appelle des attitudes d'évitement. C'est-à-dire que les jeunes femmes vont se mettre en posture où elles vont modifier leur comportement par peur des réactions sexistes. Donc par exemple, je ne vais pas porter une mini-jupe parce que je vais avoir des injonctions envers ça, je ne vais pas fréquenter certains endroits parce qu'on me dit qu'une fille ne doit pas sortir le soir. Et en fait, ça, ce sont des comportements qui sont encore très très présents, que ce soit en France ou même à l'international. Même si là, effectivement, c'était une étude française. On revient rapidement sur l'entreprise, puisque c'est ce qui nous intéresse. Je voulais quand même spécifier qu'il y avait encore des choses qui étaient très très ancrées dans les sociétés civiles. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, entreprises et mixité peuvent faire bon ménage. Donc je voulais d'abord dresser un espèce de constat pour qu'on se mette en phase avec ces inégalités en entreprise, savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc dans le dernier rapport de Davos, on s'est rendu compte qu'il nous faudrait encore 170 ans avant que l'égalité homme-femme soit une réalité dans les entreprises. Donc voilà, ça demande encore un peu de patience, beaucoup de patience même. J'ai trouvé également quelques chiffres sur l'Afrique, sur les hauts cadres supérieurs, etc., sur même les représentations en politique. Ce qu'on peut constater, c'est qu'au final, on n'est pas si éloigné des chiffres qui soient sur les autres continents, notamment le continent européen, en Amérique latine également. On sait que voilà, 61% des Africaines travaillent. On sait également que l'entrepreneuriat des femmes africaines est presque un des plus forts en fait du monde, notamment parce que les politiques de microcrédit sont assez tournées vers l'entrepreneuriat des femmes, mais que ce n'est pas pour autant synonyme d'empowerment économique, qu'il y a encore une forte exclusion économique pour les femmes sur le marché du travail, que tout comme en France, elles sont sous-payées, sous-évaluées. Et ce qui est peut-être plus présent en Afrique, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'emplois qui sont liés au secteur informel. Donc justement, pour élément de comparaison, en France, on en est quand même encore aujourd'hui à quasiment 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, donc évidemment à poste et compétences égales. Forcément, ça joue également sur la retraite, ça joue sur le sexisme au travail. Il n'y a que 7% des hommes qui travaillent à temps partiel, il n'y a que 5% des jeunes hommes qui aujourd'hui prennent leur congé parental pour s'occuper de leurs enfants. Et quand on regarde même au niveau des dirigeants françaises, il n'y a qu'une seule femme qui est présidente d'un groupe du CAC 40. Je crois qu'on est passé à 2 depuis la réalisation de cette enquête. Et pourtant,
il y a énormément de facteurs entre autres que le cadre législatif qui est posé en France depuis un certain nombre d'années, qui prouvent en fait aujourd'hui que les mixités en entreprise sont drivers de performance. Donc on va pas passer tous ces chiffres en revue, je vous les ai mis effectivement si vous voulez les consulter plus tard, mais à peu près toutes les années il y a une nouvelle étude qui sort pour montrer que la mixité en entreprise est porteuse de performance et voilà, donc on se rend compte que les entreprises sont plus engagées, qu'elles sont plus profitables, même au niveau des pays, les PNB, les PIB progresseraient en tout cas si on arrivait à une réelle égalité. Donc en fait tout ça pour dire que aujourd'hui la mixité en entreprise c'est plus simplement une histoire de justice sociale, mais c'est tout simplement une histoire de performance économique. Et que aujourd'hui si on veut aussi faire prendre conscience à ces dirigeants, à ces personnes qui sont dans les entreprises et qui ont parfois des doutes par rapport à la mixité, il faut aussi arriver avec ce type d'argument-là et leur montrer qu'aujourd'hui, s'ils veulent que leur entreprise soit plus performante, ça veut dire que leur entreprise doit être plus mixte. Pourtant, quels sont en fait ces freins qu'on peut identifier? Je crois qu'on les a abordés un petit peu tout à l'heure quand on a commencé à parler de stéréotypes. On est encore aujourd'hui, et ça, je pense, peu importe les pays, dans des systèmes et des croyances en fait qui identifient l'homme comme leader et la femme comme fonction support. En fait, on a encore des métiers, des compétences professionnelles qui sont attribuées au genre, qui sont attribuées au sexe. Typiquement aujourd'hui les métiers qui relèvent de la communication, du marketing sont plus des métiers de filles, les métiers qui relèvent de la finance et du digital sont plus des métiers d'hommes. Et ça a une incidence en fait sur les rapports de perception dans les stéréotypes de genre. Typiquement il y a beaucoup d'injonctions envers les femmes qui sont leaders, puisqu'on leur reproche très souvent de se comporter comme des hommes. Alors qu'en fait, elles se comportent tout simplement comme des leaders, puisque, très étonnamment, dans les modèles de leadership qui ont été développés, ils ont été développés sur des compétences dites masculines. Et donc, le fait d'entretenir ces stéréotypes qui sont liés au leadership, ça entraîne évidemment des difficultés pour les femmes à s'identifier comme des leaders, puisque elles ne se reconnaissent pas dans ces styles de management, dans ces styles de leadership, et évidemment elles ont du mal à se projeter sur ces postes à haute responsabilité, notamment parce que ça va impliquer derrière des problématiques de gestion du temps de travail, mais aussi du temps personnel, parce que les femmes sont malheureusement encore majoritaires à s'occuper de leurs enfants et à s'occuper des tâches ménagères. Et en fait, c'est cet ensemble de variables qui crée ce fameux plafond de verre dont on parle tant. Il y a à la fois de l'autocensure, le fait de se dire qu'elles ne sont pas capables en fait d'assumer certains postes, un certain manque de confiance, mais aussi une vraie reproduction sociale et des vrais schémas qui sont instaurés dans la tête des dirigeants et des personnes qui sont chargées de nommer justement ces femmes ou ces hommes à des postes à haute responsabilité. Je vais faire très rapidement un petit point sur le genre, parce que là aussi on entend quand même pas mal de choses pour expliquer en fait l'importance de traiter les stéréotypes de genre et de s'y intéresser. On entend notamment beaucoup parler de la théorie du genre, donc on se dit tout de suite ça n'existe pas. Le genre c'est en fait une notion qui est utilisée en sciences sociales pour justement désigner les différences entre les hommes et les femmes, mais qui sont non biologiques et donc qui sont héritées des systèmes sociaux, des systèmes éducatifs, etc., et qui ont forcément une incidence en fait sur les comportements des femmes et des hommes. Je vous conseille d'ailleurs de voir cette petite vidéo d'une petite fille de 6 ans qui s'insurge contre les jouets dans les magasins, voilà, en constatant que tous les jouets des filles sont des princesses et qu'ils sont roses, et que tous les jouets des garçons sont des super-héros et qu'ils sont bleus. Et donc on se rend compte que si une petite fille de 6 ans est capable de comprendre ce qu'est un stéréotype de genre, je pense que tout le monde peut le faire. Donc, pourtant, parce qu'il faut bien rester optimiste et on l'est beaucoup chez Moen-Up, on se rend compte qu'il y a une nouvelle réalité qui se construit dans les entreprises, et notamment avec l'arrivée de ces jeunes générations. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande en fait à ces jeunes générations à quoi ça ressemble un bon manager, et en fait c'est quoi être un bon manager, on se rend compte qu'il y a une vraie naissance de modèles qu'on appelle un peu androgynes, c'est-à-dire qui sont capables d'avoir à la fois des compétences qui sont stéréotypées comme masculines, mais des compétences qui sont stéréotypées comme féminines. Il faut évidemment avoir une forte capacité d'écoute, mais également être capable de prendre des décisions, etc.
Donc en fait, on voit émerger des modèles qui sont de plus en plus hybrides. Et donc il y a même une étude de The Boson Project qui allait demander, mais en fait, c'est quoi le leader de demain que tu as envie de suivre auprès des jeunes générations? Et les principales qualités qui sont ressorties, ce sont l'écoute, l'exemplarité et l'accessibilité. Et voire même auprès des très jeunes générations, c'est la confiance à ses équipes, la capacité d'écoute, encore une fois, et la force de proposition. Entre guillemets, on peut constater que si on reste dans une interprétation stéréotypée des compétences, le leader de demain, et ben en fait, c'est une femme. Puisque tout ce qui relève de ces compétences-là, d'écoute, d'exemplarité, etc., ce sont des compétences qui sont considérées comme féminines. Donc le but, c'est évidemment pas d'aller arroser les discours et d'aller voir les dirigeants en disant demain tous les hommes dehors, ce sont les femmes qui sont des leaders exemplaires. L'intérêt en fait de ce genre d'études et de ce genre de propos, c'est de se dire que si on continue à rester dans des interprétations stéréotypées des compétences, eh bien on arrive sur des modèles qui sont totalement je vais dire déraisonnables, mais c'est surtout qui ne sont pas vrais. Et aujourd'hui, il vaut mieux interpréter les compétences des individus en tant que personnes plutôt qu'attribuées par rapport à un sexe ou à un genre. Et donc j'arrive assez rapidement, je vais assez vite, n'hésitez pas à me ralentir, mais je sais qu'on est un peu pris par le temps. Sur cette dernière partie, en fait, comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes générations sont un levier dans les entreprises et peuvent en fait arriver à faire transformer ces entreprises qui sont un petit peu trop traditionnelles et surtout pas adaptées au monde d'aujourd'hui. Mais là, ce qu'on a pu remarquer chez Women Up, et c'est le déroulement que je vous ai proposé, c'est que aujourd'hui, la mixité devient un facteur de rétention des talents. On est face à des entreprises qui sont bouleversées par un monde digital, qui aussi voient en fait ces jeunes générations qui arrivent massivement dans les entreprises, puisque les moins de 30 ans représentent 50% de la population, donc par un effet tout simplement volumique, en fait elles vont prendre une énorme place dans les entreprises, mais qui surtout n'arrivent pas à leur proposer des postes qui leur conviennent, n'arrivent pas à les retenir. Et en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'aujourd'hui, les revendications de ces jeunes générations dans les entreprises, donc à savoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à savoir la méritocratie, les qualités humaines, etc., ce sont des revendications qui ont été portées par les femmes historiquement depuis les 30 dernières années. Et donc aujourd'hui, on a des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes qui se saisissent de ces combats qui étaient autrefois purement féminins, même purement féministes, et qui les assument en fait de manière totalement décomplexée. Je vais évidemment vous parler de digital, puisque je pense que c'est un des principaux enjeux que les entreprises ont à relever aujourd'hui. On est dans un monde de plus en plus digitalisé, avec des transformations digitales qui s'opèrent dans les entreprises, et la plupart du temps, elles ne savent pas comment faire. Donc évidemment que le digital peut être porteur d'unicité. On a parlé notamment tout à l'heure des réseaux sociaux. C'est évidemment un outil extraordinaire pour les femmes pour aller dépasser en fait ces biais de recrutement par les voies traditionnelles. Mais le digital, c'est surtout un secteur qui doit être de plus en plus réinvesti pour les femmes. Il était très très investi quand il s'agissait d'informatique dans les années 70-80 par les femmes, et en fait on se rend compte, après c'est des données que j'ai sur la France, qu'aujourd'hui les femmes ne représentent plus que 27% des effectifs dans le digital, alors que c'est pas le métier de demain, mais c'est-à-dire que le digital aujourd'hui ça concerne à peu près tous les secteurs qui feront le monde de demain, qui feront l'économie de demain. Et d'ailleurs je crois savoir qu'en Afrique il y a un développement assez hallucinant de tous ces secteurs digitales, donc je pense que c'est un coche à ne pas louper. Et comme le disait Axel Lemaire il n'y a pas très longtemps, qui est la secrétaire d'État chargée au numérique, c'est aussi un moyen pour les femmes, pour les jeunes femmes digital natives, d'arriver dans les entreprises, de pouvoir dire pour la première fois à un patron un peu raisonnant que je suis plus compétente que toi parce que le digital, je suis née dedans et je connais. Donc surtout ne pas hésiter à aller sur ce secteur-là. Je vais passer assez rapidement sur le rôle des réseaux. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Ingrid a beaucoup insisté dessus. Il y a énormément en France, mais aussi en Afrique, j'en vois pas mal de réseaux un peu féminins qui se créent parce que c'est effectivement très essentiel dans le sens où on a remarqué que les femmes ne savaient pas réseauter. C'est lié à plein de facteurs. C'est des facteurs qui sont effectivement très liés à l'éducation, une recherche d'entre-soi qui est moins évidente. Encore une fois, les questions d'organisation et de gestion du temps, mais aussi effectivement la peur de se faire taxer de féministe, parce qu'en général, quand on se regroupe entre femmes, c'est toujours un petit peu suspect. Pourtant, c'est un rôle crucial pour le partage d'expériences, pour évidemment
voilà, avoir d'autres voies de promotion de carrière, mais aussi de mentoring, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc je pense que ce qu'il faut aussi instaurer dans ces réseaux qui sont la plupart du temps préemptés par des femmes qui effectivement arrivent à un moment donné de leur carrière où elles sont confrontées au plafond de verre, donc on est sur des personnes qui ont plutôt entre 40 et 45 ans, c'est d'aller inclure de plus en plus des jeunes générations, mais aussi de plus en plus des hommes, de tendre un petit peu la main justement à ces autres personnes qui jouent un rôle super important dans l'égalité, et surtout de transmettre en fait, de faire émerger une vraie solidarité entre les générations, puisque si les femmes aujourd'hui qui sont à des postes à haute responsabilité ne tendent pas la main aux jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail, en fait on est dans un modèle qui se perpétue éternellement, et les jeunes femmes vont rencontrer exactement les mêmes difficultés que leurs aînés. Et donc je finirai peut-être par ça sur effectivement l'importance de l'intergénérationnel, et de la bienveillance, puisque on est sur des jeunes générations qui, loin de penser tout savoir, sont plutôt dans une notion d'apprentissage tout au long de la vie, et qui ont observé en fait les conséquences de leurs parents, de l'emploi de leurs parents, des sacrifices qu'ils ont dû faire. On est sur une génération la génération X, qui a entretenu un rapport très très sacrificiel au travail, et aujourd'hui cette jeune génération demande autre chose. Donc il faut se placer effectivement dans une logique qui est un petit peu plus progressiste, et arriver à changer les entreprises de l'intérieur pour faire en sorte que chacun y trouve sa place, au final qu'on soit jeune génération ou qu'on soit femme. Voilà pour moi. J'ai pas vu s'il y avait des questions. Oui. D'accord, bon, comme on a le micro, Mariam, je peux vous redonner la parole.